Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Dr Nathalie Guetta-Babourage, qui est coach, formatrice et bien plus en fait, qui fait des choses extraordinaires pour le bien-être des femmes et l'empuissancement du féminin et du masculin. Nathalie, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Merci Anne-Claire pour ton invitation. Je suis en joie, connectée au cœur et honorée de pouvoir partager ce temps avec toi. C'est vraiment un plaisir que tu sois là parce que je sais qu'on a des valeurs similaires et que on a toutes les deux conscience que nous allons vers des temps difficiles et en même temps qui derrière seront absolument extraordinaires et ça nous porte. Et d'en parler ensemble, ça permet de rendre plus concret cette vision parce qu'on n'est plus la seule à l'avoir. Tout à fait, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. Moi, je te vois comme un phare parmi d'autres phares et voilà, les jours où waouh, il peut y avoir des méga vagues, de se dire je me connecte à d'autres phares, on se sent moins seul et puis j'adore ce proverbe, seul on va vite, ensemble on va loin. On va aller super loin. Mm. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît avec tes mots? Oui, alors mon petit surnom c'est Doc la Luna depuis quelques années parce que j'ai lâché la blouse blanche, la médecine occidentale il y a maintenant presque 10 ans. Et comme j'ai grandi entre l'Inde et la France, et maintenant je vis en Guadeloupe, au moment en tout cas où on fait ce podcast, ça m'a donné une vision à 360 degrés de l'art de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Et pour moi, même si la médecine occidentale apporte plein de progrès, je t'en parlais, mon papa vient de sortir d'un cancer et heureusement qu'il a eu une chimiothérapie, une chirurgie, enfin bref, tout ça. Mais malheureusement, pour moi, la médecine occidentale reste limitée parce qu'elle est basée sur un paradigme que le vivant est séparé, qu'il n'y a pas d'intelligence du vivant qui nous traverse. Et pour moi, c'est dommage de pas avoir une vision plus large, plus intégrative, justement. Et donc, quand j'ai quitté mon poste de médecin de prévention, j'étais dans l'armée, en fait, chez les pompiers de Paris, j'ai eu une phase où j'ai eu besoin de transmettre cette notion de sagesse ancestrale combinée à la médecine occidentale. Et c'est ça le terme de médecine intégrative, en fait. Et ça existe dans plusieurs pays anglo-saxons depuis une trentaine d'années. Et ça m'a permis de voir, de rencontrer, je pense que c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés même en vrai une fois à Paris. Ça m'a permis de voir qu'en fait, il y avait tout un écosystème de soignants conventionnels et de thérapeutes des médecines naturelles qui œuvraient pour la même chose en fait, qui était le bien-être des personnes. Et ça a été une superbe aventure avec cette casquette de conférencière, de formatrice. Mais je me suis rendu compte que j'enchaînais pas mal, finalement, de burn-out en fin d'année et que je continue à activer ma guerrière, en fait, que j'avais développée déjà enfant, adolescente et ensuite pendant mes études de médecine et pendant mon premier poste de médecin militaire. Et qu'il y avait des facettes de moi que je n'allais pas visiter, notamment prendre soin de moi, me mettre en premier, écouter mon intuition, ma créativité, accepter de pas être linéaire et de pas être en mode avancé sans être à l'écoute de mes cycles et des cycles de la nature. Et c'est là où, on va dire, troisième partie de vie professionnelle, je me suis rendu compte que, comme dans tout dans la nature, on est fait d'énergie masculine et féminine, que ce soit les hommes, les femmes, les êtres vivants en fait, et que notre société qui s'est construite sur un paradigme patriarcal, nous a tous amenés vers l'exacerbation des traits
des énergies masculines, c'est-à-dire le faire et l'analyse. Quand je parle à un public scientifique, je dis c'est tout ce qui exacerbe notre système nerveux analytique et moteur. Et en soi, c'est pas mauvais. Mais si on oublie d'aller stimuler les parties système nerveux sensoriel et sensitif, on se coupe vraiment de notre capacité d'autorégulation, cette fameuse homéostasie. Et là, on risque, enfin, c'est pas qu'on risque, on déséquilibre notre terrain. Et c'est là que les maladies apparaissent. C'est là que la notion de perte de sens, de désalignement, en fait, toute la cascade qu'on connaît de stress chronique se met en place. Et en fait, moi, j'étais frustrée, en fait, d'être au niveau des symptômes et de calmer les symptômes. J'avais besoin d'aller plus loin. Et c'est là où la vie a fait que j'ai découvert la Guadeloupe. Je me suis vraiment connectée aux énergies de la nature, aux énergies du féminin aussi, et de toute cette dimension énergétique et spirituelle. Et le fait que je décide de couper un petit peu avec mon milieu professionnel parisien, ça m'a donné envie d'explorer ma créativité. Et c'est comme ça que j'ai créé mon école en ligne, la Tribe Empowering School, pour accompagner les femmes à se connecter à toutes les parties d'elles. À la fois la guerrière, parce qu'on en a besoin, et on en parlera sûrement par rapport aux actualités, mais on a aussi besoin de toutes nos autres facettes, et on le vit à travers une expérience initiatique de 9 lunes, 9 mois, pour vraiment accoucher de nous, accoucher de nos projets avec toutes nos dimensions. Voilà, c'est un grand résumé, mais ça fait partie de la vie, tout est évolutif. Ouais, moi j'aime comme tu as eu l'audace de te renouveler et de suivre ton cœur à chaque fois. Ça n'a pas dû être évident de ranger la blouse blanche et à chaque fois en fait d'ouvrir des nouveaux chapitres parce que tu avais passé beaucoup de temps à étudier quelque chose. Et je sais que c'est lâcher en fait, lâcher l'ancien pour oser se renouveler, il faut du courage pour ça. Bravo. Merci. Il faut du courage, mais en même temps, en fait, c'est là où je remercie tous les matins mon corps, en fait, parce que c'est mon corps, mon allié principal dans l'histoire. C'est que je me suis rendu compte que j'avais coché des cases finalement en arrivant médecin capitaine chez les pompiers de Paris. Je suis fière de moi. Voilà, j'avais réussi tous mes objectifs que je m'étais fixés adolescente, qui étaient de devenir une femme libre, indépendante, qui est indépendante financièrement aussi. Et je me rendais compte que quand j'allais travailler, j'avais hâte d'être le soir ou le week-end pour aller faire mes cours de danse, parce qu'en fait, en parallèle, je faisais partie d'une troupe de danse indienne à Paris, et je m'éclatais plus dans mes moments de danse que dans mes consultations. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, en fait. J'avais l'impression de devenir un peu schizophrène, tu vois. Du lundi au vendredi, j'étais médecin en blouse blanche, et le week-end et les vacances, j'étais sur des estrades en train de faire des spectacles, et à un moment donné, en fait, mon corps, il a dit stop. Il a dit non, en fait, tu peux réunir les deux. Pourquoi t'aimes tant être dans ton corps, dans la danse? C'est parce qu'en fait, ça te connecte à cette flamme intérieure, ça te connecte à ta médecine intérieure, et en fait, c'est peut-être ça que tu devrais transmettre. Waouh, j'adore, je te suis. Est-ce que comment tu as fait pour faire taire le mental, ou en tout cas le remiser au deuxième plan et suivre ton cœur? Ah, question très intéressante. En fait, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, j'avais ce fantasme, comme plein de personnes, je pense, de dire allez, mes 80 000 pensées par jour, elles vont arriver à zéro si je médite. Et très vite, j'ai compris que c'était pas possible, en fait. Ton mental, il sera toujours là. Il aura toujours ses pensées. Après, ce qui est intéressant avec une pratique de méditation, ou en fait, quelle que soit la pratique, dès que tu apprends à te connecter à ton souffle, à ton corps, à tes différents corps, en fait. En Ayurveda, on parle du corps physique, énergétique, émotionnel, mental, le corps des ressources et l'âme. Plus tu apprends à créer cet espace où tu écoutes tous tes corps, plus il y a quelque chose qui se pose. Et même si ton mental continue à envoyer les pensées de peur, de ah ben non, reste ici, c'est mieux, c'est plus tranquille, oui, ok, tu vas négocier, même si c'est pas génial pour l'instant, tu vas trouver plus tard des solutions, mais pour l'instant, reste ici. En fait, ça te permet de te désidentifier. Tu vois, moi, je vois vraiment l'image de tu te déscotches
du mental et tu vois que tu es beaucoup plus que ça. Et après, c'est une pratique vraiment, moi, ce qui m'aide, c'est que c'est une pratique régulière. Là, le matin, si je fais pas mon temps sur mon yoga, mon tapis de yoga et je médite pas, en fait, je me rends compte que la journée est pas la même. Je suis beaucoup plus happée par les activités du mental. Et en plus, tu vois, quand on a des métiers comme nous, on est beaucoup sur l'écran, c'est encore plus facile d'aller dans cette dimension du mental, du subtil et revenir dans le corps. En fait, pour moi, ça a été c'est toujours, en fait, une manière d'accueillir le mental et toutes les pensées qui peuvent être associées, qui peuvent réveiller de la peur, de la colère, de la tristesse. En fait, je suis une être humaine et ça fait partie de moi, mais je m'identifie plus à toutes ces parties de moi. Je suis elle et encore plus qu'elle. Ouais. C'est fou comme le monde dans lequel on a grandi, parce que toutes les deux on est de la même génération, c'est fou comme le monde dans lequel on a grandi est absolument déconnectant pour nous, en fait. Tout nous pousse à l'extérieur, tout nous pousse à regarder à l'extérieur. Bah, Et c'est là, encore l'inverse. une fois, tu nous rappelles de revenir dedans. Ouais, c'est l'inverse des lois du vivant, en fait, qu'on nous a appris depuis tout petit. C'est déjà à l'école, en fait. Enfin, même avant l'école. J'ai écouté il y a pas longtemps Bruce Lipton, qui est ce chercheur en biologie qui s'intéresse beaucoup aux états de conscience. Il disait, en fait, avant 7 ans, on télécharge énormément de programmes inconscients de nos parents, de notre famille, sur justement comment est-ce qu'on est coupé de nous et que pour trouver les solutions, il fallait à l'extérieur. Donc t'imagines déjà à 7 ans, parmi ces 80 000 pensées par jour, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de programmes automatiques qui nous invitent à aller à l'extérieur. Et ensuite à l'école, pendant les études, dans le monde du travail, tout est à l'extérieur. Et donc ça demande de l'effort pour te dire non, attends, je lâche avec ce qui me pousse vers l'extérieur, je coupe, je regarde et je retourne le focus à l'intérieur. Et c'est un entraînement en fait. Et c'est là où je pense qu'il faut être très doux avec soi parce qu'on peut comprendre ce mécanisme très vite, mais ça prend du temps à ancrer des nouvelles habitudes. Il faut pas désespérer, il faut pas se décourager. C'est là où il y a pas mal d'outils qui peuvent aider. Tu dois sûrement utiliser les mêmes outils que moi en coaching. En fait, il y a des possibilités de revenir à l'intérieur, dans cette puissance intérieure. Le fait de s'entourer de personnes aussi qui sont dans les mêmes questionnements que soi, ça aide énormément en fait, le rôle de la tribu. En général, quand on ouvre un champ de conscience sur quelque chose que tu vois qui, bah ouais, t'étais dans un système où toi-même tu participais à ce système et un jour il y a comme un réveil. Et ben il y a une phase où tu dis waouh, moi aussi j'ai fait tout ça et c'est d'être doux avec soi, bienveillant et de se pardonner même quelque part d'avoir fait ça. C'est pas notre faute quelque part, on est on est plongé dedans depuis tout petit et surtout se remercier de se dire waouh, j'ai eu le courage de le voir déjà. Et après, petit à petit, tu vois, de se mettre petit pas après petit pas, des petites choses pour changer ta manière d'être en rapport avec toi, ta manière d'être en rapport avec la nature. Et pour moi, c'est un chemin de toute une vie et on n'est pas pressé en fait. Ça fait du bien de se le rappeler. Mm. Ouais, oui, parce que parfois c'est un peu la course et on essaye de tout faire en même temps et en fait après on s'épuise et puis on lâche tout. Mm. Où on s'isole complètement en fait, on se sent seul, on a l'impression de tout devoir porter et c'est ce que je trouve fou. Et je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, là je suis en train d'explorer les dragons qui nous empêchent de créer des nouvelles versions de nous pour contribuer à ce nouveau monde dont on rêve, je pense, presque toutes et tous. Bah, ces dragons, alors bien sûr, il y a la société, il y a la société de consommation, enfin, je veux dire, il y aurait une liste énorme à faire de tous les dragons extérieurs, mais en fait, il y a une origine commune à tous ces dragons, selon moi, qui est le paradigme dans lequel a été créée notre société occidentale, qui est le patriarcat, la domination, qui a conduit à la colonialisation, à l'esclavage, au capitalisme. Et en fait, déjà, de prendre conscience de ça, c'est une première chose. Après, de prendre conscience que ces structures-là, elles sont en nous aussi, dans notre manière de penser, de voir le monde. Tu vois, déjà, notre mental, c'est lui qui est au-dessus de la pyramide et qui décide pour nous ce qu'on doit faire, pas faire. Donc, il y a à démanteler ce côlon intérieur, j'ai envie de dire,
ce dictateur intérieur. Et là encore, pour moi, c'est y aller avec douceur, bienveillance. C'est pour ça que ça me parle, live from the heart. C'est comment est-ce que je peux mettre cette vibration d'amour au quotidien dans tout ce que je vois chez moi déjà. Et d'y aller petit à petit. Ouais, petit à petit. Et le mental est toujours utile. Parce Bien sûr. que j'entends beaucoup qu'il y a des gens qui disent ah le mental, nanana, ou alors l'ego aussi, Mm. tuer l'ego. Mais c'est pas nécessaire. C'est de créer une harmonie. Bah, c'est clair, si tu tuais ton ego, tu serais pas incarné. On a besoin de lui, en fait, pour être incarné. Donc, non, je le jetterai pas avec l'eau du bain. Au contraire, je pense qu'on en a vraiment besoin. Mais de refaire ce chemin dans le cœur, dans le corps, j'aime bien parler, moi, de la matrice aussi en tant que femme. Notre utérus est porteur de plein de mémoires, mais aussi plein de puissance. Et en fait, quand tu fais ce chemin-là, tu inverses toutes les lois qui nous ont été apprises depuis toute petite. Tu te reconnectes aux lois du vivant, on va dire dans le bon sens en fait. Et du coup, là, l'ego et le mental vont venir au service de cette puissance intérieure. Et c'est là où, pour moi, on décolonise notre imaginaire, notre corps, notre manière de penser, et qu'on est prête à accoucher du nouveau monde. Alors, changer, ça fait peur. Comment tu aides les Ouais. personnes que tu accompagnes à accepter de devenir quelqu'un d'autre, en fait? C'est un sujet, tu vois, que je voulais faire un post dessus d'ailleurs. Parce que là, on est en train de terminer avec la 3e promotion de femmes, notre parcours des 9 lunes. Donc, j'ai une série de coaching de clôture et il y en a plusieurs dans les feedbacks qu'elles me font. C'est parmi les choses que j'ai vraiment appris et intégré et que je sens dans mes cellules, c'est que je me débarrasse pas de la peur. En fait, la peur sera toujours là. Et je sais que la vie est changement, jour après jour. Et que je suis pas arrivée à un endroit où ça y est, c'est fini, maintenant c'est bon, je reste accrochée. Ça va continuer à évoluer. Et en fait, la peur, au lieu de devenir une émotion que je vais rejeter, elle va devenir une alliée. Et j'ai appris à l'apprivoiser et je sais que je vais pouvoir voir derrière chacune de mes peurs quel est le désir qui se cache. Derrière chacune de mes peurs, quelle est l'énergie créatrice qui se cache. Et le fait de savoir traverser, et au lieu de cacher cette peur, tu vois, et qu'elle s'incruste dans ta physiologie, je l'accueille. Tu vois, il y a des processus de libération de ces émotions qui peuvent te bloquer face à un changement. Et là, bah, du coup, ça te permet ce que tu visualises dans le nouveau que tu as envie de créer, même s'il y a un passage à vide, entre guillemets, tu sais que tu as tes ressources à l'intérieur qui sont là pour t'aider à avancer pour les prochains pas, même si tu vois pas encore le pont. Et là, j'ai envie de citer Indiana Jones qui dit, c'est mets ton premier pas et le pont va apparaître, en fait. Je voyais les aventurières quand tu parlais de de ta tribu. Je les voyais tous avec des chapeaux d'aventurières. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, il faut du courage pour avancer. Mais là, on voit bien que de toute façon, la vie, elle nous oblige. C'est C'est-à-dire ça. que toutes celles qui avaient des projets dans les placards, dans les tiroirs et qui disaient un jour, Mm. le temps est venu. Exactement. Moi, je me rappelle, je te suivais l'année dernière, de ce que j'avais perçu. Toi, ton grand réveil l'année dernière, ça a été la vraie claque, quoi. Moi, ça a commencé l'année dernière, ça a continué encore cette année. Et moi, ce que j'observe autour de moi, dans ma communauté, c'est que les personnes viennent me voir et me disent, en fait, ça y est, maintenant, je peux plus négocier avec ça. Alors qu'avant, je me disais, OK, on va voir, on va avancer, ça va passer. Là, en fait, c'est non. Il y a une forme d'urgence viscérale à dire, non, non, mais là, c'est stop, en fait. Je peux plus. Je pense notamment j'ai pas mal de soignantes du milieu conventionnel, que ce soit des médecins, des infirmières, qui arrivaient à trouver, on va dire, une certaine forme d'équilibre entre leur métier à l'hôpital et puis une activité qu'elles avaient développée, on va dire, en médecine intégrative ou en pratique psychocorporelle. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, le non-respect vis-à-vis des soignants, le fait qu'on nous, enfin,
moi, pour avoir bossé 10 ans dans le milieu de la santé intégrative et d'avoir vu comment on galère en termes de budget dans les hôpitaux quand on veut mettre en place des cours de méditation ou de yoga, et que là, bam, d'un seul coup, on te sort des millions et des millions pour une solution thérapeutique, sans se dire qu'en fait, on pourrait aussi peut-être investir dans d'autres manières plus naturelles, moins dangereuses, sans effet secondaire. Enfin, moi, c'est clair que ça m'a réveillé quelque chose, mais je me rends compte qu'il y a plein de soignantes qui se sont dit, ah bah non, en fait, tu te fous de ma gueule. On réduit les budgets, on réduit les moyens, et là, bam, d'un seul coup, t'as les gouvernements qui financent, alors non seulement la solution qui est proposée, mais en plus, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu sais, les endroits où ton business prend plus d'argent, c'est dans le marketing et dans le service après-vente. Dis-moi si je me trompe. Et là, Non, c'est vrai. et là, regarde, c'est les gouvernements qui financent le marketing de ces labos pharmaceutiques C'est et nous. le service après-vente. Donc, c'est nous, en fait. Donc là, les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment du délire complet. Et c'est là, pour moi, je parle d'un grand réveil, c'est que je pense que là, avant, on devait être une petite poignée de pionniers à se dire, attends, il y a un truc qui va pas, on va peut-être faire différemment. Là, je pense que beaucoup de gens se disent, non, en fait, j'ai plus envie de mettre mon énergie dans un métier qui me nourrit plus, qui me respecte pas. Allez, je me lance dans le vide. Je sais pas encore exactement vers où je me lance, mais c'est là où le pont va apparaître, en fait, petit à petit. Ouais. C'est comme si on avait des curseurs qui étaient placés à des endroits différents et que ça Mm, place des niveaux à chaque fois de réveil et à chaque fois on se prend un petit seau d'eau et oup, mm, allez, là je me réveille un peu plus. Moi, mon dernier réveil, c'était là avec le fait de la mise en place du pass sanitaire et le fait qu'ils vont déployer énormément d'argent pour la sécurité mm. à la place à la place des lits, bien évidemment, c'est tellement Ouais. ridicule. Mm. Non, mais c'est, voilà, en fait, c'est là où je me rends compte que moi, j'étais dans une illusion qu'on était dans une démocratie, par exemple. Alors, c'est sûr que j'entends des personnes qui me disent, mais attends, si t'étais vraiment dans une dictature, tu ne pourrais même pas dire ce que tu dis. Donc arrête de te plaindre. Bah non, en fait, c'est parce qu'on laisse passer ces petites choses, ces petits signaux faibles, que demain, on va se retrouver vraiment en dictature. Enfin, dans les pays comme la Chine, là, en ce moment, il suffit de regarder des documentaires sur Arte, tu dis, waouh, c'est un peu ce qui nous attend, en fait. Oui, oui, c'est la grenouille qui savait pas qu'elle était cuite. Mm, C'est, petit à petit, on a eu plein d'opportunités de dire non et en fait, on était passif. On a mm. laissé faire ou même on a aidé, on était complaisants et puis, jusqu'à ce qu'il y ait un grand stop qui s'élève, mais on le sent qui s'élève de plus en plus ce grand stop. Mm. Et là encore, attention à ne pas culpabiliser, en fait. C'est ça aussi qui peut créer des tensions entre les personnes, dans les familles, dans les équipes avec qui on travaille. C'est de se dire, ah maintenant, t'es pas d'accord avec moi, ou alors, mince, inconsciemment de se dire, mince, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Bah, ça peut créer aussi des formes de tension intérieure. Et c'est là où, encore une fois, l'énergie du cœur est importante. De se dire, bon, c'est ok, en fait. Je savais pas, ou je voulais pas savoir, ou ça m'arrangeait quelque part. Mais là, maintenant que ça arrivé à ma conscience, qu'est-ce que je peux en faire? Ouais, exactement. Mm. On fait toujours du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, avec le niveau de conscience qu'on a, avec Mm. le courage qu'on a. Et on fera différemment au mieux les autres fois à venir. Ouais, et là encore, c'est pareil dans le. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant avec tout ça? C'est pas forcément créer un méga truc. Enfin, tu vois, ce qui peut aussi devenir un facteur bloquant, c'est de se dire, mais voilà, moi j'ai envie de créer un nouveau projet et d'aller trop loin, même si c'est génial hein, d'avoir une vision vraiment globale, mais de se dire, mais là maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus petit possible qui pourrait déjà me mettre dans cette énergie de création. Est-ce que c'est peut-être de commencer à cuisiner moi-même? Les cadeaux qu'on a eu l'année dernière pendant les confinements, par exemple, moi je m'en suis rendu compte, c'est de prendre le temps de cuisiner déjà, prendre le temps de se relier aux aliments d'une autre manière que quand on allait au restaurant ou quand on allait dans des fast-food. Tu vois, déjà dans les petites choses du quotidien, de se dire comment est-ce que je peux switcher d'être une consommatrice à une actrice respectueuse de la nature. Comment est-ce que je peux, dans mes relations,
avec mes enfants, avec mon conjoint, être plus dans une relation d'écoute, d'ouverture, de bienveillance. C'est des petites choses comme ça, déjà, qui peuvent changer, switcher la vibration et qui va te permettre de cultiver jour après jour cet état de conscience d'ouverture. Ouais. Et après, on oublie que c'est pas à nous de tout faire et de tout porter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans l'invisible, et nous sommes des êtres vibratoires. Et plus on change, plus le monde autour de nous peut aussi changer parce que nous, on s'est transformés. Exactement. Et c'est là où je dis merci à tous ces chercheurs du champ unifié, de tous ces chercheurs justement qui sont intéressés à la physique quantique, qui nous rappellent que 99,99% de l'univers, c'est de l'invisible. Hein. Et qu'on fait partie de l'univers, donc nous aussi on fait partie de l'invisible, et qu'on n'est pas obligé. Alors, c'est bien qu'il y en a qui aillent manifester tous les week-ends, et merci pour eux, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire en fait. Chacun peut faire de là où il est, déjà en travaillant ses vibrations, en méditant, on en revient toujours à la même chose, en prenant soin déjà de son espace intérieur et des personnes avec qui on est en relation. En fait, si chacun faisait ça déjà, ce serait énorme. C'est Johanna Macy cet éco-philosophe qui dit que face à tous les grands dérèglements climatiques, toute cette transition qu'on est en train de vivre, ce grand réveil, il y a des gens qui sentent l'énergie d'être activistes, d'aller dans la rue, d'aller faire des actions concrètes pour s'opposer. Il y a des gens qui se sentent plutôt transitionneurs, qui vont créer le nouveau. Je pense qu'on en fait partie. Qui vont expérimenter des nouvelles choses, qui vont créer des écolieux. Et puis, il y a les méditants qui, eux, déjà, à leur échelle, vont pratiquer régulièrement ces espaces de connexion, de poser des intentions pour pouvoir le diffuser vibratoirement à toute la planète. Et bien sûr, on peut être les trois. Et dans une vie, on peut d'abord être l'un, puis ensuite varier à l'autre. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est que on est tous complémentaires. Exactement. Ouais. Enseigner aussi, comme tu le fais, enseigner ce que tu as appris et éveiller les personnes à leur propre médecine. Ça m'amène une question. Tu es médecin, toi, et tu as la connaissance du corps et de la physiologie, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des réactions de leur corps parce qu'ils les connaissent pas et ils doivent se dire peut-être elle peut être sa médecin intérieur parce qu'elle est médecin. Mais puis-je être ma médecin intérieure, moi qui ne suis pas, tu vois? Ouais. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Et ben en fait, moi, tu sais, pour être ma médecine intérieure, c'est pas mes connaissances de physiologie de 3e année de médecine qui m'aident, en fait. Moi, quand je parle de médecine intérieure, et je le décris vraiment dans mon livre, qui va bientôt arriver, pour être pleinement ta médecine intérieure, c'est pas les connaissances, même si ça peut aider. Et là encore, aujourd'hui, merci Internet, en fait, tu peux trouver des manuels, tu peux trouver des vidéos, tu peux trouver des tutos pour avoir le basique, on va dire. Mais moi, sur 10 ans de médecine, franchement, j'utilise 1% de ce que j'ai appris. Le reste, alors c'est sûr qu'il y a des médecins qui, on va dire, ceux qui bossent à l'hôpital ou qui traitent des maladies aiguës, vont utiliser plus, bien sûr. Je dis pas que tout est acheté, mais quand tu es médecin du corps et de l'âme, j'ai envie de dire, ça va dans ces 99,9% qui n'ont pas été enseignés à la fac. Et dans cette notion de médecine intérieure, c'est poser des hypothèses, te dire, bah tiens, moi j'ai entendu dire que si je mange des tomates, ça va pas être bon pour ma digestion. Bah j'expérimente déjà pour voir. Et j'observe sur mon corps, c'est mon laboratoire, mon terrain d'expérimentation. Et j'observe sur plusieurs jours. Ah bah ouais, en fait, c'est vrai que je vais observer quand je mange des tomates, je commence à avoir des éruptions cutanées. Ou alors j'ai des ballonnements. Ou alors je vais arrêter et je vais voir ce qui se passe. Tu vois? Et en fait, c'est d'avancer comme ça parce qu'en fait, personne n'a la solution. Même pas un médecin qui a bac plus 40, bac plus. C'est ça en fait, c'est de commencer à déconditionner cette croyance que pour savoir quelque chose, il faut avoir fait des études à rallonge et que tout est dans la tête. En fait, de savoir, c'est aussi un ressenti. Et c'est là où, pour moi, dans cette notion de médecine intérieure, c'est en effet, il peut y avoir du savoir intellectuel, mais c'est, moi, en termes de ressenti,
comment est-ce que je stimule mon système nerveux sensitif, sensoriel? Comment est-ce que je développe ces canaux qui peuvent recevoir de l'information et de l'énergie de l'extérieur, du macrocosme, de l'environnement? Et comment, à travers ces mêmes canaux, je peux moi aussi émettre des informations et des énergies pour cultiver l'harmonie? Parce qu'en fait, finalement, quand on regarde d'un point de vue physique quantique, tout est résonance. Quand je vis connectée à la nature, dans la nature, mon corps est dans une énergie particulière. Quand je suis dans les tours de la Défense à Paris, mon corps est dans une autre énergie. Et tu vois, c'est du test and learn, j'ai envie de dire. J'expérimente, je vois comment est mon corps, comment sont mes émotions, comment est mon mental, et je prends ce qui me fait vibrer. Et tout ce qui me fait pas vibrer, comment est-ce que je peux prendre du recul, de la distance, peut-être transformer aussi. Et moi, c'est là où je trouve que ça devient intéressant. Et c'est pas une histoire encore une fois, de connaissances intellectuelles. Après, si tu en as besoin, rien ne t'empêche d'aller te former. Alors, t'es pas obligé de faire 10 ans de médecine. Il y a des études de thérapeute ayurvédique, de naturopathie. Enfin, il y a plein d'autres disciplines qui permettent d'aborder la physiologie humaine sans rentrer non plus dans le cursus médical complet. D'ailleurs, ça, c'est un de mes rêves dans un futur, je sais pas, proche ou lointain, ce qu'il en sera, mais c'est que tout être vivant qui prend soin des autres et de la planète ait un cursus commun sur la physiologie du vivant et qu'on sépare même plus les médecins, les naturopathes, des profs de yoga, et que tout le monde a un cursus commun et qu'après, chaque discipline aille explorer ses spécialités. Là, il n'y aurait plus en fait de hiérarchie, de pyramide où on mettrait la médecine occidentale au-dessus des autres parce que soi-disant elle a fait ses preuves scientifiques. Ouais, mais quand tu regardes les preuves scientifiques, d'où elles viennent des laboratoires pharmaceutiques qui ont défini des normes qui évaluent une molécule active sur un corps humain en partant du principe que chaque corps humain peut être standardisé, identique. Et déjà là, le postulat de base est faux, puisqu'on élimine l'effet placebo par exemple. On dit, ah mais non, mais là c'est placebo, il n'y a pas eu de molécule, il y a comme eu un changement, donc ça n'existe pas. Bah non, il s'est passé quelque chose quand même sans molécule, donc peut-être que c'est les mécanismes d'autorégulation de la personne. Et déjà, en fait, on voit qu'on part sur un biais énorme. Ce sera beau quand on aura changé ça. Ouais, alors j'espère qu'on sera encore en vie pour voir tout ça. Je pense que oui. Je pense que oui. On prend bien soin de nous. Quand je t'écoutais parler de revenir à l'écoute de soi et de prendre soin de soi et d'arrêter les tomates etc. Ça me fait penser que ça demande beaucoup de responsabilité personnelle parce que c'est toi qui essaye, c'est toi le bêta-testeur, c'est toi qui réajuste, c'est toi qui corrige, qui propose autre chose, qui tente, qui expérimente. Tandis que dans l'autre façon de faire, on demande à l'extérieur une solution et si la solution n'est pas bénéfique, on a quelqu'un vers qui on peut se retourner et dire c'est pas bien ce que tu avais choisi pour moi. Ouais, tout à fait. La notion de responsibility. J'adore ce mot, alors qu'à l'époque où j'étais médecin, je le détestais parce que pour moi, responsabilité, c'était responsabilité médicale. C'est à cause de toi si le traitement n'a pas marché. Tu vois, la pire peur, je crois, pour un médecin, c'est de se retrouver au tribunal. Ça fait vraiment partie de l'inconscient collectif des médecins. Et je l'ai eu aussi. Et un jour, dans un cours que je prenais avec Deepak Chopra, il a parlé de la responsibility, la capacité à répondre de. Et moi, ça a changé quelque chose dans ma manière de voir ce mot. En fait, c'est ça, la responsabilité pour moi, c'est notre capacité innée à répondre d'une situation. Et vu comme ça, c'est complètement différent. Ça veut dire que c'est moi, je suis dans ma puissance. Je choisis telle ou telle chose en conscience et je regarde ce que ça me fait. Soit ça marche, ça m'amène dans un nouvel état nourrissant, aligné, c'est super. Soit ça marche pas et c'est ok. Tu vois, le langage de la réussite et de l'échec, pour moi, c'est aussi de l'ancien monde. C'est une expérience. Ça me nourrit pas, donc je vais faire autre chose. Et il n'y a plus, comme tu disais, il n'y a plus la personne extérieure à qui tu vas dire mais c'est ta faute, c'est ton machin, c'est ton truc. Et moi, je me rappelle que quand j'ai quitté la blouse blanche, pendant les premières années où j'avais l'Institut de santé intégrative, je me suis retrouvée avec des personnes qui trouvaient ça génial
que je fasse de la médecine intégrative, donc qui étaient super contentes de venir me voir. Et quand ça marchait pas, en effet, je sentais leur énergie de reproche en mode bah tu m'as dit ça et ça a pas marché. Et du coup moi ça m'a appris aussi à observer tout ça, ces jeux d'énergie et ça m'a appris aussi à poser mon cadre, à créer mon énergie et à dire et c'est pour ça que la posture de coach je l'adore parce que ça me permet de d'emblée de dire à la personne on va évoluer ensemble, on va cheminer ensemble, mais toi, c'est toi l'expérimentatrice, c'est toi qui vas faire, tester. Et moi, je serai là pour t'aider à voir peut-être les angles morts, pour questionner, et c'est pas la même posture que le médecin du monde patriarcal où c'est lui qui sait, c'est lui en haut de sa pyramide qui va te prescrire des choses. Soit ça marche, c'est génial, c'est le bon Dieu, soit ça marche pas, c'est un tyran, c'est un dictateur, il est nul, je vais aller en voir un autre. Tu vois, il faut qu'on sorte de ce jeu-là. Et le mot responsabilité, il permet, je pense, ce switch. Ouais, merci pour ça. C'est pour moi aussi, j'adore le coaching pour cette raison. Ça ramène chacun à sa puissance personnelle et on fait une équipe. Ouais. On fait une équipe et c'est ça. Et on avance ensemble. Et les circonstances actuelles dans le monde nous amènent à récupérer notre responsabilité justement parce qu'on se rend compte que on a atteint un paroxysme de remettre son pouvoir à l'extérieur. C'est toi qui me rends malade. Attention, c'est toi qui dois faire attention parce que j'ai la santé fragile, etc. C'est quand même, on est allé très loin. Ah mais c'est clair, on a eu besoin, je pense, d'aller vraiment toucher le fond pour se réveiller en fait, et se dire ah mais à quel moment est-ce que j'ai laissé mon pouvoir ici, là, à ce sujet, et maintenant qu'est-ce que je vais faire pour le récupérer? C'est pour moi c'est la question, l'une des questions essentielles à se poser quand on a décidé de se réaligner avec les lois du vivant. Alors l'année dernière, il y a une éditrice que je connais qui m'a dit que les ventes des livres en santé naturelle n'avaient pas décollé en 2020, mais que les ventes de spiritualité avaient été jusqu'au plafond. Ah ouais. Et que vraisemblablement les gens en 2020, contrairement à ce que moi je pensais que tout le monde voudrait savoir comment fonctionne l'immunité, tu vois, se reprendre en main. C'était peut-être un peu tôt, peut-être que j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, et qu'en fait les gens cherchaient plutôt d'abord à se connecter à quelque chose de divin. Je pense que ça, ce qui se passe depuis l'année dernière, ça a réveillé tellement de souffrance et c'est cette claque de réaliser que on est dans un système qui, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas du tout relié au vivant, au respect de la vie. La spiritualité peut t'aider justement à être relié à plus grand que toi et déjà d'amener du baume au cœur et à l'âme. Je pense que c'était une première étape indispensable. Et comme tu dis, dans un deuxième temps, une fois que tu as connecté avec ton âme, tu seras prêt pour aller voir ta physiologie, comment elle fonctionne et comment tu peux devenir artiste de ta santé. C'est beau, artiste de sa santé. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me rends compte, l'une des raisons pour lesquelles à un moment donné je butais dans mes conférences de santé intégrative, c'est parce que les endroits où on m'invitait à faire mes conférences, que ce soit dans des hôpitaux ou dans des entreprises, on voulait pas que j'aborde le sujet de la spiritualité, des énergies, tu vois, en mode non mais ça c'est autre chose. Et en fait aujourd'hui je me rends compte que je peux plus, pour moi on peut pas faire l'impasse du nouveau monde sans aborder ces sujets-là, la spiritualité, qui sommes-nous, c'est quoi notre mission de vie, c'est quoi ce truc délirant qu'on est sur une planète quand même assez unique, qui est faite pour nous quoi en fait. Et tu vois quand on se met dans la posture d'un astrophysicien, c'est évident qu'on se dit waouh c'est incroyable en fait que la vie soit possible sur Terre et que comme par hasard notre corps est fait de manière à pouvoir apprécier, savourer, se nourrir de cette terre. C'est quand même dingue. Et pour moi, on peut plus faire l'impasse sur cette dimension spirituelle et sur les dimensions énergétiques. Sinon, on va juste reproduire encore l'ancien modèle en mode greenwash, en mode oui, on a changé quelques petites choses, mais finalement, cette fameuse hiérarchie pyramidale, cette domination va continuer. Ouais, ça s'arrête avec nous. Exactement, voilà, ça fait partie des
d'un des engagements que j'ai posés en début d'année, pour la nouvelle année. Ouais. Parce que c'est quand on a le courage d'aller regarder ce qui a été fait et de dire ça suffit maintenant, on fait autrement. Exactement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui ne sait pas par où commencer? Tu vois qu'il y a plusieurs chantiers de vie, le boulot, les relations, le travail, la santé, etc. Par quoi tu recommanderais de commencer? Alors déjà, c'est de mettre les lunettes, de voir la vie de manière intégrative et de se dire que tout est relié. Ça aussi, c'est une construction patriarcale de se dire j'ai ma vie pro d'un côté, ma vie perso de l'autre, ma vie amoureuse d'un côté. Hein. En fait, déjà de se dire que tout ça c'est relié. Moi, je travaille beaucoup en coaching systémique. On voit nos différents systèmes, on voit que tout est lié et qu'en fait, le lien entre tous les systèmes, bah, c'est toi. Et de se dire à quel endroit c'est le plus douloureux, à quel endroit j'ai vraiment besoin d'expérimenter de nouvelles croyances, de nouveaux comportements, de nouvelles postures. Et de commencer par là où tu te sens appelé. Et ensuite, le fait d'avoir, au niveau du cerveau, fait le lien entre les différents systèmes, ça va faire que petit à petit, ça va avoir des répercussions. Et c'est là où, pour moi, les synchronicités, l'univers, ces notions de vibration vont jouer leur rôle. C'est que tu vas commencer à changer des choses, je sais pas moi, mettons dans ta vie pro. Et il y a des petites modifications qui vont commencer à se mettre en place et ça va avoir des répercussions aussi dans les autres sphères. Et petit à petit, à un moment donné, tu verras que finalement, ça commence à se rééquilibrer dans le domaine que tu as commencé à travailler. Et là, tu vas pouvoir mettre ton énergie dans une deuxième sphère. Tu vois, moi j'appelle ça la spirale créative. C'est que tout est relié, donc en fait, il n'y a pas à se dire, bon, là, pendant un an, je suis à fond dans cette sphère-là. Et puis après, je devrais refaire la même chose pour l'autre sphère. Non, en fait, tout le travail se fait en même temps. C'est juste que l'attention, elle peut pas se démultiplier. Et si tu te sens appelé d'abord par ta sphère professionnelle, si c'est ça qui résonne, bah, commence par là et ensuite crée ta spirale créative. Excellent. C'est génial parce que c'est exactement comme ça que la magie arrive en fait. Parce que c'est beaucoup moins contrôlant. Oui, exactement. Et ça demande un sacré travail sur le contrôle, de l'autocontrôle et la perfectionniste, et enfin voilà, tous ces traits de caractère qu'on a développés dans notre monde patriarcal pour être une femme qui réussit. Et ben ça demande d'aller voir ces petites ombres qui sont bien présentes, de leur montrer que tu peux fonctionner différemment, mais que tu as toujours de la valeur et qu'au contraire, ça va te permettre d'être pleinement toi-même. Donc, c'est un beau chemin, un beau voyage, même si ça peut paraître piquant au début. On passe tous par là, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas tout seul. Ouais. Non. Et merci encore d'être là. Merci Anne-Claire. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si une grande partie de l'humanité, voire toute l'humanité, se réveille et fait ce chemin de se reconnecter à sa propre médecine et va voir ses dragons, avance et s'émancipe de tout ça? Waouh. Ben écoute, moi je suis complètement connectée à cette vision et je suis sûre qu'on est nombreux et nombreuses. Donc continuer à nourrir cette vision, mais pour moi ce serait une ouverture de conscience encore plus grande. Et tu vois, moi, en t'entendant dans ce rêve, ce que j'y vois, c'est aussi un conseil de réconciliation des médecines du monde. Où bah déjà, à l'extérieur, toutes les médecines auraient leur place, mais du coup, à l'intérieur aussi de chacun, on serait directement connecté à notre médecine intérieure. Et là, bah, ce serait le paradis. C'est ce qui va se passer, le paradis sur terre. Ouais. Moi, j'y crois. Hein. C'est l'univers, il est. Enfin, quand tu décides que l'univers c'est un allié, bah, ça devient un allié en fait. Ouais. Merci pour tout, Nathalie. Merci Anne-Claire. Merci pour tout ce que tu offres au monde. Merci pour ta présence, tout ce que tu fais, tout ce que tu Avec grand plaisir.
Je ne sais pas vivre autrement. Quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. C'est Merci ça. à toi aussi. Tu es la bienvenue pour reparler sur d'autres thèmes, si tu veux revenir l'année prochaine, par exemple, avec grand plaisir. Je te parlerai sûrement de mon éco-village au Portugal. Ah ouais, c'est ton nouveau chapitre. Ouais. Hâte de découvrir cette nouvelle vie. Ouais. Comment on peut te suivre et travailler avec toi? Je suis assez présente sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram, Nathalie Doclaluna, et j'ai un site pour la Tribe Empowering School, qui est cette école en ligne pour les femmes qui veulent accoucher d'elles. On a une promotion qui va démarrer début novembre. Et du coup, pour ça, tout le mois d'octobre, il y a pas mal d'événements que je propose gratuitement. Des petits challenges en ligne, des méditations, des webinaires. Donc, il suffit d'aller cliquer sur le lien du site, tribeempoweringschool.com, et il y a toutes les informations pour s'inscrire. Génial. Je mettrai le lien pour faciliter l'accès. Merci. Super. Top. Merci pour tout, Nathalie. À bientôt et belle rentrée. Merci, toi aussi, Anne-Claire. Belle journée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt! Love.